Et si la pandémie de Covid-19 n'était en fait que la face émergée de l'iceberg, il y en aura très certainement d'autres, mais ces pandémies, nous allons le voir, ne sont pas inéluctables. Ce constat est au cœur de l'enquête de Marie-Monique Robin. Bonsoir. Soyez Bonsoir. la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, prix Albert Londres, réalisatrice et auteur du livre La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité pour la santé planétaire. Alors, vous parlez d'une épidémie de pandémie, j'ai bien dit une épidémie de pandémie, il y a la notion de multiplicité pour notre planète, et ce qui ressort de vos entretiens, au fond, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, 62 scientifiques quand même interrogés, on ne peut pas dire que ce soit mince. Qu'est-ce qui les inquiète fondamentalement? Donc ils viennent de tous les continents, déjà. Ils sont virologues, infectiologues, parasitologues, différentes disciplines, hein, mais tous ont fait le même constat. Et tirent la sonnette depuis une vingtaine d'années. Hein. Ils disent que la principale cause de l'émergence de ces maladies infectieuses, c'est la déforestation et c'est donc la destruction des écosystèmes. Particulièrement là où il y a beaucoup de biodiversité, donc évidemment surtout en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Alors, on en a beaucoup entendu parler au tout début, au moment du confinement, par exemple en France, au mois de mars, il y a désormais quasiment un an, et puis après, plus rien. La responsabilité des humains, la nôtre, est-elle clairement identifiée? Oui, alors ce qui est très frappant quand on interviewe ces 62 scientifiques, d'abord on constate qu'il y a des centaines d'études qui montrent ça, à savoir que il y a un mécanisme à l'œuvre qui résume très bien l'histoire d'un virus qui est le virus Nipah, qui est apparu en 1997 en Malaisie. Donc à l'origine, on déforeste l'île de Bornéo pour mettre des plantations en huile de palme. Il y a des chauves-souris, animal très sympathique, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, mais qui ont une caractéristique, c'est que pour pouvoir voler, parce que ce sont des mammifères, n'est-ce pas, ils ont dû développer un système immunitaire très sophistiqué, qui fait qu'elles peuvent abriter des milliers ou des centaines de virus et d'agents pathogènes sans tomber malade. Quand on casse leur habitat, elles s'enfuient. Là, en l'occurrence, elles se rabattent sur les côtes de Malaisie, où on a planté des manguiers au-dessus de grandes fermes porcines. Et voilà comment les chauves-souris, qui sont frugivores, cette espèce-là, et frugivores, mangent des fruits, mangent les mangues, elles défèquent, elles contaminent les porcs. Et les porcs, peut-être vous ne le savez pas, mais ils sont très proches de nous, les porcs. Génétiquement. Ah oui, 95% de nos gènes, nous partageons 95% de nos gènes avec eux. Les porcs sont contaminés et évidemment, c'est la meilleure porte d'entrée pour une humanisation de ce virus d'origine zoonotique. Donc. Et les ouvriers agricoles, d'abord, sont contaminés. Cette viande, ces porcs sont destinés à l'exportation. Ils sont abattus à Singapour et ensuite pour partir sur le marché chinois. Et voilà comment la globalisation fait que ce virus va... Mais donc, si on vous voyez, vous avez tous les ingrédients là. Mais quand on parle de transmission d'animal à l'être humain, donc en gros, c'est pas juste on a croisé une chauve-souris, on tombe malade. C'est la destruction de l'espace naturel même de l'animal en question. Oui, parce que ce virus Nipah, par exemple, les chauves-souris ont ça en elles depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qui fait que ça devient un danger? C'est parce que nous les dérangeons, nous les contraignons à partir. Là, elles s'enfuient. Et ce ont montré les scientifiques, c'est que quand des chauves-souris sont obligées de partir parce qu'on détruit la forêt, elles excrètent, elles stressent, et elles se mettent à excréter tous les agents pathogènes qu'elles ont par stress, voyez. Donc, le problème, c'est pas la chauve-souris, c'est notre action dans ces environnements riches en biodiversité, qui sont surtout les forêts primaires. Quand on lit votre livre et quand on l'a lu, on dit qu'il y a encore de l'espoir, mais est-ce à dire qu'aujourd'hui, c'est trop tard? Alors, moi, les scientifiques que j'ai interviewés, ils étaient assez déprimés, hein, je le dis dans le livre, parce qu'en fait, ils disent ça fait 20 ans qu'on dit que le meilleur antidote contre l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, c'est la préservation de la biodiversité. Et on continue la déforestation. Et on continue à déforester. Je vous rappelle qu'il y a une association qui s'appelle Global Forest Watch qui a dit qu'en 2019, on a rasé 24 millions d'hectares de forêt, dont 3,8 millions de forêts primaires. Donc on continue. Et ils disent, ce qui est dommage, c'est qu'on ne prenne pas rapidement les mesures qui s'imposent et qui sont des mesures qui seraient aussi bonnes pour le climat, parce que je vous rappelle que les causes qui sont à l'origine de l'émergence de nouvelles maladies sont les mêmes qui provoquent le dérèglement climatique. Donc ils disent par exemple, il faudrait arrêter d'importer, nous en Europe par exemple, de l'huile de palme pour mettre dans nos moteurs. Parce que évidemment ça contribue à la déforestation en Indonésie ou ailleurs. Arrêter d'importer du soja transgénique d'Argentine ou du Brésil pour nourrir les poules, les vaches et les cochons des élevages industriels européens. Parce que ça aussi, ça contribue à la déforestation. Mais quand on vous écoute, Marie-Monique Robin, on se dit qu'au fond, la course vaccinale à laquelle on assiste aujourd'hui, elle est quasiment vaine. Alors, bien sûr qu'il était important d'avoir une réaction à court terme qui est chercher des vaccins. Bon. Est-ce que ces vaccins, il est possible de les trouver si rapidement? C'est une question qui est soulevée par les scientifiques, ils en doutent. Mais ça, c'est un autre sujet. N'empêche que c'est légitime. C'est légitime de chercher un traitement.
Mais ils disent qu'il faudrait avoir en même temps Ouais. prendre et envisager des mesures pour le moyen et le long terme. On ne pourra pas fabriquer tous les 5 ans un vaccin Non, ARN mais messager non. contre tout nouveau coronavirus, quoi. Impossible, c'est une course perdue d'avance. Et quand on voit le coût de la pandémie de Covid-19, c'est des milliards et des milliards, un jour on va le chiffrer. Si on avait, comme disent certains scientifiques, que le 10e de cette somme pour pouvoir encourager ces mesures, si on interdit les plantations d'huile de palme à grande échelle, par exemple, ça veut dire aussi qu'il faut proposer des alternatives, n'est-ce pas, aux pays concernés. Il faut aussi lutter contre la pauvreté, parce que vous savez, dans beaucoup de pays, la pression démographique, les gens ont besoin de bouffer, excusez-moi l'expression, ils ont besoin de manger, font une pression très forte aussi sur les écosystèmes. Donc les scientifiques parlent de ça aussi. Une des solutions, c'est quand même de lutter contre la pauvreté. Et il faut absolument le faire, parce que sinon, alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, sinon ça veut dire que nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique. Ça veut dire que le masque que vous avez dans votre poche, comme moi, là, on va l'avoir tout le temps. Il va falloir vivre avec. Ouais. Et ça, c'est quand même pas un avenir